L'encre rouge était encore humide sur le menu quand Nina Calvert réalisa qu'elle venait d'écrire sa propre condamnation à mort ou son salut. Elle ne saurait pas laquelle avant que l'homme à la table 7 ne regarde et lise 3 lignes qui pourraient mettre fin à sa vie avant minuit. Le novembre le plus froid de Burlington en 2 décennies avait gelé le lac Champlain en une feuilleton de verre noir. Mais à l'intérieur du lac Assadmar, des bougies vacillaient contre des murs en acajou, tandis que le parfum de basilic et d'ail rôti enveloppait des conversations prononcées en chuchotements prudents qui ne s'élevaient jamais au-dessus de la dérive mélancolique du piano. Dario Ventrell était arrivé à 8h15, exactement comme il le faisait chaque 3e jeudi, son costume anthracite lui allant comme une armure taillée par des mains qui comprenaient la différence entre mode et fonction. Il se déplaça à travers l'entrée avec le genre de calme qui faisait que le bruit semblait vulgaire. Sa présence changeant l'atmosphère du restaurant comme une tempête change la pression de l'air avant que la première goutte ne tombe. Na l'avait servi 2 fois auparavant, apprenant rapidement que les hommes comme lui préféraient l'efficacité au charme, le silence à la petite conversation. Ses commandes étaient simples, ses pourboires généreux, ses yeux la couleur de la fumée sur l'eau, présents mais impossibles à lire. Elle avait mémorisé la façon dont il tenait son verre de vin, les doigts positionnés précisément 1 pouce sous le bord, ne serrant jamais, toujours contrôlant. Ce soir se sentait différent dès le moment où elle s'approcha de sa table avec les spéciaux du soir imprimés sur du papier cartonné crème. Le bruit de fond habituel, le doux cliquetis des couverts, le rire étouffé de la banquette d'angle, le bruissement du tissu tandis que le sommelier se déplaçait entre les tables. Tout cela semblait étouffé, comme si le restaurant lui-même retenait son souffle. Elle avait remarqué le second homme 3 minutes après l'arrivée de Dario, le regardant apparaître du couloir qui menait aux toilettes. Ses mouvements trop calculés pour quelqu'un qui retournait simplement à sa place. Sa veste pendait mal sur sa silhouette, lestée du côté droit d'une manière qui serrait sa gorge d'une reconnaissance qu'elle ne voulait pas posséder. Le tissu tirait anormalement, créant un renflement que la confection professionnelle aurait dû dissimuler, mais le désespoir avait exposé. L'étranger avait choisi la table 12, positionnée avec une précision chirurgicale 2 rangées derrière la place habituelle de Dario, près de la fenêtre, où les lumières du lac jouaient à travers le verre comme des diamants éparpillés. Il n'avait commandé que de l'eau, avait refusé le menu 2 fois, et gardait ses mains sous la table dans une posture qui suggérait l'attente plutôt que le repas. Sa mâchoire travaillait constamment, broyant la tension dans l'air autour de lui comme de la fumée d'un feu caché. Le pouls de Na martelait ses poignets tandis qu'elle remplissait le vin de Dario, son reflet visible dans la fenêtre derrière lui. Et au-delà de cela, le visage de l'étranger, angulaire, tendu, avec des yeux qui suivaient chaque mouvement que Dario faisait. La reconnaissance ne venait pas de la mémoire, mais de l'instinct, le genre qui vit dans la colonne vertébrale avant que le cerveau ne puisse le nommer. Elle avait grandi dans des foyers où la survie signifiait lire la température d'une pièce avant d'y entrer, où le silence enseignait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Son père avait travaillé au quai de chargement. Sa mère nettoyait des maisons pour des familles qui n'avaient jamais appris son nom. Et tous deux avaient enseigné à Nina que les gens avec un vrai pouvoir n'avaient jamais besoin de l'annoncer. Dario représentait quelque chose qu'elle avait compris de loin, mais jamais touché directement. L'architecture de contrôle qui existait sous la surface polie de Burlington. Des décisions étaient prises dans des restaurants chers et les conséquences arrivaient sans avertissement dans ce monde qu'elle servait mais auquel elle n'appartenait pas. Elle avait pris ce travail connaissant la clientèle, sachant que certaines tables exigeaient autant de cécité que de service, sachant que la curiosité était un luxe que les serveuses ne pouvaient pas se permettre. Mais l'homme à la table 12 n'était pas là pour dîner, et le poids tirant sa veste vers le bas n'était pas un téléphone ou un portefeuille. Les mains de Na restèrent stables, tandis qu'elle posait la bouteille de vin sur le support, son entraînement annulant l'adrénaline qui hurlait à travers son système nerveux, comme l'électricité à travers un fil de cuivre.
Le pianiste passa à quelque chose de plus lent, de plus sombre, la mélodie enveloppant le moment comme de la fumée autour du verre. D'autres convives riaient aux tables voisines, inconscients du théâtre silencieux qui se déroulait au milieu d'eux, leur innocence, un luxe que Na n'avait jamais pu s'offrir. Elle pouvait s'en aller, prétendre qu'elle n'avait rien vu, laisser ce qui allait arriver se dérouler sans ses empreintes digitales sur le résultat. C'était le choix intelligent, le choix sûr, celui qui gardait les serveuses en vie dans des villes où poser des questions vous faisait disparaître dans les profondeurs gelées des lacs. Quand Dario demanda de nouveau le menu, une rupture inhabituelle dans son schéma qui fit sonner des cloches d'alarme à travers sa conscience, elle le récupéra du pupitre d'accueil, ses doigts trouvant le stylo rouge qu'elle utilisait pour marquer les heures de réservation. Le retour à sa table s'étira d'une longueur impossible. Chaque pas une négociation entre action et paralysie. Chaque instinct qu'elle avait aiguisé au cours de 21 ans à lire des pièces dangereuses lui disait de rester invisible, de servir et de se retirer, de se protéger d'abord. Mais quelque chose de plus profond que l'instinct s'était éveillé. Une reconnaissance que le silence pouvait être une complicité, que regarder un homme mourir sans avertissement était un poids qu'elle ne pouvait pas porter. Sa main trembla tandis qu'elle agrippait le menu, le papier cartonné crème se sentant soudain lourd comme une pierre dans sa paume. Elle inclina son corps pour bloquer la vue de la table 12. Ses mouvements suffisamment décontractés pour ressembler à un service ordinaire, suffisamment délibérés pour cacher ce qui venait ensuite. Le stylo toucha le papier, 3 phrases coulant en écriture suffisamment petite pour se cacher dans l'ombre de la marge où le texte imprimé rencontrait l'espace blanc. Son écriture resta stable, malgré le tremblement menaçant de secouer ses os. Chaque lettre un petit acte de rébellion contre chaque leçon de survie qu'elle avait jamais apprise. Elle plaça le menu devant Dario avec la même neutralité qu'elle avait utilisée pour n'importe quel invité. Son visage un masque de courtoisie professionnelle qui ne révélait rien de la façon dont son cœur essayait de percer sa cage thoracique. Ses yeux tombèrent sur le papier cartonné, scannant l'entrée avec la même attention mesurée qu'il donnait à tout. Puis son regard se déplaça si brièvement qu'elle faillit le manquer vers le coin inférieur où l'encre rouge attrapait la lumière de la bougie comme une fusée d'avertissement dans le noir. Le moment s'étira fin comme un fil. Chaque son dans le restaurant soudainement amplifié. Le cliquetis d'une fourchette contre la porcelaine, le souffle de la respiration de quelqu'un, le bourdonnement lointain des ventilateurs d'extraction de cuisine. L'expression de Dario ne changea pas. Pas d'une manière qu'un autre observateur remarquerait, mais Nena avait appris à lire les micro-changements que les hommes puissants essayaient de cacher. La légère dilatation de ses pupilles, le resserrement minimal aux coins de sa bouche, la façon dont sa respiration ralentissait en quelque chose de plus délibéré que le repos. Il ferma le menu avec des mains qui bougeaient comme de l'eau, lisses et inévitables, puis leva les yeux vers elle avec des yeux qui contenaient des questions qu'il ne verbaliserait jamais en public. Son visage resta une étude de contrôle. Mais quelque chose avait changé sous la surface, un recalibrage se produisant derrière des iris couleur fumée. Sa voix, quand elle vint, portait la texture d'un whisky cher versé sur une vieille pierre, suffisamment silencieuse pour que seule Nena puisse entendre. Ce sera suffisant pour ce soir. Les mots étaient simples, sans importance pour quiconque écoutait, mais attendaient avec une signification qui pressait contre sa poitrine comme une force physique. Elle hocha la tête une fois, ramassant le menu avec des doigts qui ne tremblaient pas, bien que tout en elle voulût courir ou crier ou faire n'importe quoi, sauf maintenir cette façade de normalité. Derrière eux, à la table 12, la main de l'étranger émergea de sous la table, vide mais tendue. Son corps entier était enroulé comme un ressort compressé au-delà de sa tolérance. Ses yeux se rétrécirent, tandis que Dario tendait la main vers son verre de vin, prenant une dernière gorgée avec le calme de quelqu'un qui n'avait pas juste lu un avertissement de mort écrit en rouge.
Le cristal attrapa la lumière tandis qu'il le posait, créant de petits arcs-en-ciel à travers la nappe blanche qui semblait obscène dans leur beauté. Au moment où Dario se leva, l'énergie du restaurant changea comme un rideau tombant entre les actes, et Na comprit qu'elle venait de monter sur une scène où les sorties étaient des illusions. Chaque geste à partir de ce point porterait des conséquences qui ondulaient vers l'extérieur comme des pierres jetées dans l'eau immobile, créant des motifs qu'elle ne pouvait pas prédire ou contrôler. Elle recula de la table, lui donnant de l'espace pour se lever, son corps se déplaçant en pilote automatique tandis que son esprit cataloguait chaque détail. La façon dont il boutonna sa veste avec une précision méthodique, l'angle de ses épaules alors qu'il se préparait à partir, l'absence absolue de peur dans ses mouvements. À la table 12, le visage de l'étranger s'était vidé de couleur, tandis que la réalisation se levait que quelque chose avait changé dans l'équation qu'il avait calculée si soigneusement. Sa main droite dériva vers son giron, vers ce qui attendait là en cuir ou en métal, sa respiration superficielle et rapide contre le calme mesuré de la présence de Dario. La distance entre les tables semblait se réduire et s'étendre simultanément, l'espace devenant élastique sous le poids de l'intention et de l'avertissement. Na retint son souffle sans le vouloir, ses poumons gelés en anticipation de la violence qui pourrait encore éclater malgré son intervention. Dario se déplaça avec la grâce non pressée de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de se précipiter vers quoi que ce soit, ni de fuir qui que ce soit. Sa main atteignant l'intérieur de sa veste de costume dans un geste qui pouvait signifier portefeuille ou arme. Il s'éclaircit la gorge, extrait un portefeuille fait de cuir si doux qu'il semblait absorber la lumière, déposant de l'argent sur la table en coupure qui couvrirait son repas 3 fois. Les billets reposaient là comme un point à la fin d'une phrase. Finale et absolue. Tandis que la bougie entre eux continuait sa flamme stable, Nena le regarda tourner non pas vers l'entrée principale où la plupart des invités partaient, mais vers le couloir étroit qui menait après la cuisine à la sortie du service. Le chemin le mena à moins de 6 pieds de la table 12, assez près pour qu'elle puisse voir les pupilles de l'étranger se contracter, sa respiration devenir visible dans le soulèvement et l'abaissement peu profond de sa poitrine. Leurs yeux se rencontrèrent pendant moins d'1 seconde, mais dans cette brève connexion, des conversations entières se produisirent dans le langage des hommes qui comprenaient la violence comme monnaie. Puis Dario fut passé, disparaissant dans les ombres des couloirs, tandis que le piano continuait sa progression mélancolique à travers des chansons sur l'amour et la perte. L'étranger resta paralysé pendant 3 battements de cœur. 4, 5, sa main toujours sous la table, son corps rigide de la tension des décisions s'effondrant en temps réel. Quelles que soient les instructions qu'il avait reçues, quel que soit le plan qu'il avait construit, tout cela venait de s'effondrer comme des châteaux de sable contre une marée montante. Na se tenait à côté de la table vide, où le verre de vin de Dario tenait encore le fantôme de sa dernière gorgée. L'argent s'étalait sur le lin blanc comme des cartes dans un jeu qu'elle ne savait pas qu'elle jouait. La porte de la sortie du service s'ouvrit et se referma, apportant une rafale de froid de novembre qui fit danser et vaciller les bougies, leurs ombres s'étirant sur les murs comme des doigts tendus. Le son du loquet se refermant fut la chose la plus forte que Nena avait entendue toute la nuit, finale comme un coup de feu qui ne vint jamais. À la table 12, la main de l'étranger émergea finalement vide, son visage une toile de confusion et de calcul, alors qu'il essayait de comprendre comment sa certitude s'était dissoute. Il se leva brusquement, renversant sa chaise en arrière avec assez de force pour attirer les regards des convives voisins, son calme se brisant comme du verre sous une pression trop grande à contenir. Sa sortie par l'entrée principale fut maladroite, désespérée, rien comme la patience prédatrice qu'il avait portée plus tôt, quand la mort était encore une possibilité qu'il contrôlait. Les autres invités retournèrent à leur repas rapidement, classant la perturbation comme de l'impolitesse plutôt que de la reconnaître comme le râle de mort d'une exécution ratée. Nena se déplaça en pilote automatique,
débarrassant la table de Dario avec des mains qui avaient rappelé leur fonction, même si son esprit rattrapait encore ce qui venait de se passer. L'argent alla dans son tablier, le verre de vin sur son plateau. Le menu, ce menu avec son encre rouge accusatrice, plié soigneusement et glissé contre sa hanche, où il brûlait comme une marque. Le poids de ce qu'elle avait fait se posa sur ses épaules comme un manteau fait de plomb, lourd et inéluctable, et réchauffant de manière qu'elle ne voulait pas examiner. Elle avait s'éclairci la gorge, sauvé la vie d'un homme ce soir, ou peut-être seulement retardé sa mort, et ce faisant s'était écrite dans une histoire qui n'avait pas de fin claire ni de résolution heureuse. Le pianiste passa à quelque chose de plus léger, un standard de jazz sur les feuilles d'automne et les saisons changeantes, complètement inconscient qu'il avait fourni la bande-son d'une exécution qui n'eut jamais lieu. L'autre personnel se déplaçait à travers leur service chorégraphié, versant du vin et débarrassant des assiettes, existant dans une version de la soirée qui n'incluait pas la violence qui avait presque fleuri entre les tables 7 et 12. Elle porta le plateau vers la cuisine, ses jambes se déplaçant par mémoire musculaire, tandis que ses pensées tournaient en cercle, essayant de calculer le coût de 3 phrases. Dehors, à travers la fenêtre, le lac Champlain s'étirait noir et sans fin sous un ciel, parsemé d'étoiles qui ressemblaient à des éclats de glace éparpillés sur du velours. Le froid pressait contre la vitre comme quelque chose de vivant et de patient, attendant que son service se termine et que la fausse sécurité du restaurant se dissolve. Elle poussa les portes de la cuisine dans la chaleur et le bruit et le chaos familier du service du vendredi. Mais même là, entourée du fracas des casseroles et des cris des cuisinières de ligne, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne savait pas comment refermer. Le menu dans la poche de son tablier se sentait plus lourd que le papier ne le devrait, l'encre rouge semblant pulser contre sa hanche comme un second battement de cœur. Elle avait franchi une ligne ce soir qui séparait les observateurs des participants, les témoins des complices, et la distance de retour à l'invisibilité semblait soudainement impossible à mesurer, son reflet attrapé dans l'acier inoxydable du poste de préparation, peau pâle, cheveux foncés s'échappant de son attache, des yeux qui semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient quand son service avait commencé. Knock Albert, 21 ans, qui venait de se sauver ou de se condamner avec 3 lignes écrites en rouge, tandis qu'un piano jouait et un lac gelait. Et un homme sorti dans l'obscurité de novembre portant le poids d'un avertissement qu'il n'avait jamais demandé, mais dont il avait en quelque sorte besoin. Le restaurant fermait à 11 heures, mais les mains de Na tremblaient encore à 11h30 quand elle dénoua finalement son tablier dans la salle du personnel. Les autres serveurs étaient partis rapidement, désireux de s'échapper dans leur vendredi soir, leur conversation sur les plans du week-end et les services du petit déjeuner s'estompant dans l'obscurité du parking. Elle avait plié le menu soigneusement et l'avait placé dans son casier, incapable de le jeter, mais terrifiée de le garder, l'encre rouge semblant luire même dans la faible lumière fluorescente. L'argent de la table de Dario était dans sa poche. $200 pour un repas qui coûtait 60. L'excédent se sentant moins comme un pourboire et plus comme un paiement pour des services qu'elle n'avait pas su qu'elle fournissait. La cuisine était devenue silencieuse, seul le cycle final du lave-vaisselle bourdonnant à travers les murs, tandis que le chef comptait l'inventaire dans la chambre froide. Na enfila son manteau, une vieille chose en laine qui avait appartenu à sa mère, sa chaleur insuffisante contre le genre de froid qui venait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Elle entra dans la salle à manger principale pour récupérer ses affaires derrière le pupitre d'accueil, et c'est là qu'elle le vit. Une enveloppe reposait sur la surface en bois poli, couleur crème et chair, positionnée exactement là où elle devrait l'avoir en sortant par l'entrée principale. Aucun nom ne marquait l'extérieur, aucune adresse ou timbre, juste le papier lui-même attrapant les lumières de sécurité qui restaient allumées après la fermeture. Son souffle se coupa dans sa gorge tandis qu'elle approchait. Chaque pas se sentant comme marcher vers le bord d'une falaise dans l'obscurité, sachant que la chute était là,
mais incapable de voir jusqu'où elle allait. L'enveloppe était scellée, le rabat replié avec une précision qui suggérait des mains prudentes et une intention délibérée plutôt qu'une correspondance occasionnelle. Elle la ramassa, surprise par son poids, pas lourde exactement, mais suffisamment substantielle pour savoir que quelque chose de plus que du papier vivait à l'intérieur. Ses doigts tremblèrent tandis qu'elle brisait le seau. Le son impossibly fort dans le restaurant vide où les chaises étaient posées à l'envers sur les tables comme des animaux endormis. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée une fois, la texture suggérant une qualité que la plupart des gens n'avaient jamais touchée, le genre de papeterie qui venait de magasins où Na n'était jamais entré. Elle la déplia sous la lumière de sécurité. Et là, en écriture qui semblait avoir été pressée dans le papier, avec un stylo plume plutôt qu'un stylo à billes, une seule lettre reposait centrée en haut. Le L était élaboré sans être orné, confiant sans être ostentatoire, le genre de marque que quelqu'un laissait quand il savait que son initiale portait du poids. En dessous, 4 lignes dans la même écriture soignée. Chaque mot choisi avec la précision de quelqu'un qui comprenait que l'économie de langage était son propre genre de pouvoir. Tu as vu ce que personne d'autre n'a fait. Cela porte une valeur au-delà de la monnaie. Garde le silence. Reste prudente. Aucune signature, aucune explication supplémentaire. Juste ces phrases qui ressemblaient plus à un contrat qu'à une note de remerciement. Na les lut 3 fois, ses yeux traçant sur des mots qui semblaient simples en surface, mais portaient des profondeurs qu'elle commençait seulement à comprendre. Le papier trembla dans ses mains, tandis que les implications s'installaient dans ses os comme de l'eau froide s'infiltrant à travers des fissures. Elle n'avait pas juste sauvé la vie de Dario. Elle s'était dénoncée comme quelqu'un qui voyait des choses, qui agissait par instinct, qui possédait une conscience que la plupart des gens dans sa position étaient censés supprimer. Cela la rendait précieuse, ce qui dans le monde qu'elle venait de toucher signifiait qu'elle était aussi vulnérable. Un paradoxe enveloppé dans de la papeterie chère et livré dans l'obscurité. Elle plia la lettre soigneusement, la glissant dans la poche de son manteau à côté de l'argent excessif, les 2 articles se sentant comme des preuves d'un crime qu'elle n'avait pas voulu commettre. La marche vers la porte d'entrée se sentit plus longue qu'elle ne le devrait. Ses pas résonnant contre le carrelage et le bois dans des rythmes qui sonnaient comme des avertissements. Elle ferma à clé en utilisant la clé que le gérant lui avait donnée des mois auparavant. La routine de vérifier le verrou 3 fois, se sentant soudainement comme de la superstition plutôt que de la responsabilité. Dehors, novembre frappa son visage comme une gifle. Le froid si vif qu'il brûlait en entrant dans ses poumons. Le lac Champlain s'étendait au-delà du parking, invisible dans l'obscurité, mais présent dans la façon dont l'air goûtait la glace et l'eau profonde. Sa voiture reposait seule sous un lampadaire, son vieux châssis Honda semblant fragile contre la nuit pressant de tous les côtés. Elle l'avait acheté avec des économies de 2 ans de double service, sa fiabilité plus importante que son apparence, son anonymat, une caractéristique qu'elle n'avait jamais appréciée jusqu'à ce soir. Le trajet en voiture la ramena à travers des rues qu'elle connaissait par cœur, passant devant le campus universitaire où les étudiants de son âge s'inquiétaient des examens et des relations. Passant devant la marina où les bateaux étaient emballés sous film rétractable contre l'hiver comme des cadavres préparés pour l'enterrement. Son appartement attendait dans une maison convertie en bordure du centre-ville. Loyer bon marché en échange de murs fins et de chauffage peu fiable. Elle se gara dans la rue, s'asseyant dans la voiture pendant 5 minutes après avoir coupé le moteur, regardant son souffle embuer le pare-brise, tandis que son esprit essayait de traiter tout ce qui avait changé en l'espace de 3 heures. La lettre dans sa poche se sentait plus lourde que le papier ne le devrait, son poids pressant contre ses côtes comme une main, lui rappelant des promesses qu'elle n'avait pas faites, mais qu'on s'attendait maintenant à ce qu'elle tienne. Le sommeil vint par fragments cette nuit-là. Les rêves de nains peuplés par des hommes dans costumes chers et le son de portes se fermant dans des couloirs vides. Elle se réveilla à 6 heures à la pâle lumière du soleil filtrant
à travers des rideaux qui ne se rejoignaient pas tout à fait au milieu. Son corps épuisé, mais son esprit déjà parcourant des scénarios et des conséquences. Samedi signifiait un double service, le service du déjeuner saignant dans le dîner. La foule du week-end toujours plus lourde et plus exigeante que les habitués des soirs de semaine. Elle s'habilla d'un pantalon noir et d'une chemise blanche propre. Son uniforme suffisamment simple pour se fondre dans n'importe quel arrière-plan. Son apparence conçue pour être oubliée dès que l'addition était payée. L'air du matin mordait sa peau exposée tandis qu'elle marchait vers sa voiture, le givre recouvrant chaque surface de motifs cristallins qui ressemblaient à ce que le lac avait exhalé sur la ville pendant la nuit. La circulation était légère, les rues pas encore éveillées aux possibilités du week-end, le calme se sentant à la fois paisible et de mauvais augure de manière qu'elle ne pouvait pas séparer. La Casa de Arts semblait différente à la lumière du jour, moins mystérieuse et plus banale, son élégance se révélant comme une mise en scène soignée plutôt que comme une beauté inhérente. Elle entra par l'arrière, saluant les cuisinières de préparation qui décomposaient déjà les légumes et portionnaient les protéines pour la journée à venir. Le gérant parcourut la liste de réservations pendant la réunion d'avant-service. Sa voix une récitation monotone d'heures et de taille de groupe qui ne nécessitait aucune réponse au-delà d'un hochement de tête. La section d'honneur incluait la table 7, la place habituelle de Dario. Bien qu'il ne fût jamais venu pour le service du déjeuner pendant les mois où elle avait travaillé là. Ses habitudes aussi fiables que les horaires des marées. Le service commençait à 11h30. Familles et couples filtrant avec le genre de confort décontracté qui venait de ne pas connaître le danger quand il était assis à 2 tables de distance. Na se déplaça à travers sa routine avec une efficacité pratique, prenant les commandes et livrant les assiettes. Sa performance impeccable, même tandis que son attention suivait chaque personne qui entrait par la porte d'entrée. À 1h15, quand le rush du déjeuner avait culminé et commencé son déclin, Dario entra portant des vêtements différents, mais le même contrôle prudent. Sa présence déplaça l'énergie de la pièce exactement comme elle l'avait fait, la s'éclaircit la gorge nuit précédente. Conversation non s'arrêtant, mais définitivement s'adoucissant, la conscience ondulant vers l'extérieur de son entrée comme le vent à travers l'eau. Il demanda spécifiquement la table 7, bien que l'autre l'y aurait assis de toute façon, le personnel ayant appris sans qu'on leur dise que certains invités avaient certaines attentes. Na regarda depuis le poste de service tandis qu'il s'installait dans la chaise faisant face à la fenêtre, ses mouvements économiques et précis, son attention semblant décontractée, mais ne manquant rien. Elle s'approcha avec des menus et de l'eau, son rythme cardiaque accélérant malgré son calme extérieur. Chaque pas réduisant la distance entre sa performance de normalité et la vérité qu'aucun d'eux ne pouvait reconnaître en public. Ses yeux rencontrèrent les siens tandis qu'elle posait le verre d'eau, des iris gris fumés, tenant une reconnaissance qui allait plus profond que client et serveur. « Bon après-midi », dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement menaçant de secouer ses mains, les mots suffisamment ordinaires pour être dénués de sens pour quiconque écoutait. Il hocha la tête une fois, acceptant le menu qu'elle offrait, ses doigts frôlant les siens pendant moins d'1 seconde, mais assez longtemps pour qu'elle sente les callosités que les costumes chers cachaient habituellement. « Je prendrai le risotto », dit-il sans ouvrir le menu, sa commande décidée avant l'arrivée, sa présence ici clairement à propos de quelque chose d'autre que la nourriture. « Et dis-moi, travailles-tu demain soir? » La question sonnait décontractée, curieuse plutôt qu'exigeante, mais Na entendit le poids en dessous. Elle pensa à son emploi du temps, les services marqués au crayon sur le calendrier épinglé au-dessus de son comptoir de cuisine. Les dimanches soirs, généralement les siens parce que la plupart des serveurs préféraient les week-ends soirs libres. « Non », dit-elle soigneusement, consciente que la vérité et les mensonges portaient tous deux des conséquences qu'elle ne pouvait pas entièrement calculer. « Demain, je ne suis pas prévu. » Quelque chose changea dans son expression.
Un ajustement microscopique qui aurait pu être de la satisfaction ou simplement un accusé de réception d'informations. Bien, dit-il doucement, son regard retournant à la fenêtre où la lumière du lac se reflétait sur l'eau qui avait commencé à dégeler par endroits. Tout le monde a besoin de temps loin du travail. Le monde semble différent avec la distance. Les mots se sentaient superposés, le sens empilé sous le sens comme des formations géologiques, et Nena comprit qu'on lui disait quelque chose d'important enveloppé dans une conversation décontractée. Elle hocha la tête, reculant pour passer sa commande, son esprit déjà travaillant à décoder le message, ainsi, et commande des messages, tandis que son corps maintenait la chorégraphie du service. Le risotto sortit parfaitement dressé, de la vapeur s'élevant du riz teinté de safran, arrangé avec la précision qui maintenait la réputation de la Casa de Art intacte. Elle le servit sans commentaire, remplit son eau sans qu'on lui demande, maintint la présence invisible que le bon service exigeait, tout en étant hyper conscient de chaque respiration qu'il prenait. Il mangea lentement, méthodiquement, son attention divisée entre la nourriture et la vue extérieure, jetant occasionnellement un coup d'œil aux autres convives avec le genre d'évaluation qui suggérait le catalogage plutôt que la curiosité. Quand il eut fini, il laissa de l'argent de nouveau, paiement exact cette fois. Pas de pourboire excessif pour attirer l'attention, tout calibré pour apparaître complètement normal. Mais tandis que Na débarrassait la table, elle trouva une carte de visite glissée sous le bord de son assiette, face cachée contre le lin blanc. Elle la prit en main en douceur, son mouvement suffisamment entraîné pour ressembler à un débarrassage de routine, la carte disparaissant dans son tablier avant que quiconque ne puisse remarquer son existence. La carte resta dans la poche de son tablier pendant le reste de son service, brûlant contre sa hanche comme une braise vive, même si la raison disait que ce n'était que du papier et de l'encre. Elle ne la regarda pas avant sa pause à 4 heures, entrant dans la chambre froide où les caméras de sécurité avaient des angles morts et l'intimité existait encore dans des moments volés. Le papier cartonné était épais, cher, avec un seul numéro de téléphone embossé en encre argentée qui attrapait la lumière fluorescente du réfrigérateur. Aucun nom, aucune adresse, aucune indication de ce à quoi le numéro était connecté ou qui pourrait répondre si elle appelait, juste 10 chiffres qui représentaient une porte qu'elle pouvait choisir d'ouvrir ou de laisser fermer. Elle la photographia avec son téléphone, puis glissa la carte physique de nouveau dans son tablier. La paranoïa qui avait gardé sa famille en sécurité dans des quartiers dangereux, semblant soudainement comme de la sagesse plutôt que de l'anxiété. Le numéro luisait sur son écran, d'une manière ou d'une autre, semblant plus de mauvais augure sous forme numérique qu'il ne l'avait été sur du papier cher. Le service du soir commença à 5h30, la salle à manger se remplissant d'une énergie différente de celle du déjeuner. Couple habillé pour des rendez-vous, dîner d'affaires nécessitant des coins tranquilles, célébration qui venait avec du champagne et des desserts. Na se déplaça à travers tout cela avec une conscience accrue, remarquant des choses qu'elle avait précédemment ignorées dans son focus sur un service efficace. L'homme posté près de l'entrée n'était pas tout à fait habillé comme un invité. Son costume une fraction moins cher, sa posture suggérant l'attention plutôt que la relaxation. Il était apparu quelque temps après le départ de Dario, prenant une position qui donnait des vues claires des 2 entrées, sa tasse de café remplie 3 fois sans qu'il commande de nourriture. Un autre homme était assis au bar, buvant du whisky tout en regardant la salle à manger dans le miroir du bar arrière, son reflet lui donnant des angles sur les tables que son regard direct ne pouvait pas atteindre. Na reconnut l'architecture de la surveillance, le modèle de protection, la façon dont Dario avait discrètement entouré son lieu de travail Dieu qui lui rapportait. La réalisation aurait dû l'effrayer, aurait dû se sentir comme une invasion ou un contrôle, mais à la place, elle se posa sur ses épaules comme le poids du manteau de sa mère. Lourd mais réchauffant, contraignant mais sûr, elle avait grandi en comprenant que la sécurité dans les quartiers dangereux
venait d'être revendiquée par quelque chose de plus fort que les menaces autour de vous. Au moment où son service se terminait à 10 heures, elle avait compté 4 hommes qui ne correspondaient pas tout à fait au modèle des invités réguliers, leur position créant des champs d'observation superposés qui couvraient chaque approche. Ils changeaient tout au long de la soirée, entrant et sortant avec la fluidité d'une opération professionnelle. Invisible pour les invités, mais évident une fois que vous saviez quoi chercher, elle sortit par l'entrée arrière comme d'habitude, entrant dans un froid qui s'était intensifié avec la tombée de la nuit. Son souffle visible en nuages qui se dissipait lentement dans l'air immobile. Sa voiture reposait exactement là où elle l'avait garée ce matin, mais quelque chose la rendait différente, plus propre peut-être, ou positionnée à un angle légèrement différent. Des détails trop petits pour être certains, mais suffisamment présents pour être remarqués. Le trajet en voiture la ramena à travers des rues qui semblaient plus peuplées que d'habitude de véhicules au ralenti, des voitures garées dans des endroits qui donnaient des vues sur les intersections et les virages. Elle se dit que c'était de la paranoïa, qu'elle voyait des motifs là où il n'y en avait pas, mais le picotement à la base de son crâne suggérait le contraire. Son immeuble d'appartement semblait inchangé. Sa familiarité délabrée en quelque sorte réconfortante après une journée d'hypervigilance et de conversations codées. Elle se gara et verrouilla la Honda, vérifiant la banquette arrière 2 fois avant de sortir. Habitude que son père lui avait enseignée quand elle était assez jeune pour penser qu'il était trop protecteur plutôt que réaliste. Les escaliers menant à son unité du 2e étage grinçaient selon des motifs familiers. Les sons des voisins filtrant à travers des murs fins. Bruit de télévision. La cuisine de quelqu'un. Le couple en bas se disputant à propos d'argent et des voix qui portaient plus d'épuisement que de colère. Elle déverrouilla sa porte, entrant dans le petit espace qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé ce matin, mais Na le parcourut quand même. Vérifiant les placards et derrière les rideaux de douche, vérifiant que les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Le rituel lui parut excessif jusqu'à ce qu'elle se souvienne des hommes observant la Casa de Arey, de la carte de visite dans sa poche, de la lettre lui disant de rester prudente, comme si être prudente était quelque chose qu'elle pouvait choisir d'être. Elle fit du thé qu'elle ne but pas, assise à sa petite table de cuisine tandis que la nuit pressait contre des fenêtres qui donnaient sur une allée et l'arrière d'un autre bâtiment. Le numéro de téléphone sur son écran semblait pulser de possibilités et de menaces. 10 chiffres qui représentaient une conversation qu'elle n'était pas prête à avoir, mais savait inévitable. Dehors, une voiture tournait au ralenti au bout de son pâté de maison, visible à travers l'espace de ses rideaux, son moteur tournant tandis que l'échappement créait des nuages dans l'air gelé. Elle la regarda pendant 20 minutes, essayant de décider si c'était de la protection ou de la surveillance, si la distinction importait même à ce stade. La carte dans la lettre était sur la table devant elle, preuve physique d'un monde qu'elle avait touché mais auquel elle n'appartenait pas. Artefact d'une histoire qu'elle essayait encore de comprendre. Nana Calvert, qui avait grandi en apprenant à être invisible, qui avait perfectionné l'art de voir sans être vu, était d'une manière ou d'une autre devenue visible pour des gens qui existaient dans des ombres plus profondes que toutes celles qu'elle avait connues. Le thé devint froid tandis qu'elle était assise là, regardant la voiture, regardant son immeuble, comprenant avec certitude que demain soir, quand elle n'était pas prévue pour travailler, quand la distance était censée lui donner de la perspective, elle appellerait ce numéro. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que le silence était un langage qu'elle avait déjà commencé à parler avec Dario Ventrell, et les conversations qui commençaient à l'encre rouge ne se terminaient pas par de simples notes de remerciement livrées dans l'obscurité. Le dimanche soir arriva enveloppé dans le genre de silence qui rend les décisions plus lourdes qu'elle ne le devrait. La ville à l'extérieur de la fenêtre de Nena, se déplaçant à travers ses rituels de week-end,
tandis qu'elle était assise avec son téléphone et un numéro qu'elle avait mémorisé sans le vouloir. Elle avait passé la journée à nettoyer son appartement, à faire la lessive, à effectuer des tâches qui ne nécessitaient aucune pensée, tandis que son esprit tournait autour de la conversation inévitable, attendant dans ses 10 chiffres argentés. À 7 heures, quand le soleil avait disparu derrière les bâtiments et que les lampadaires s'allumaient en motifs qui ressemblaient à de la respiration, elle pressa finalement le bouton d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant de se connecter à une voix qui n'était pas celle de Dario. Masculine, neutre, professionnelle de la manière qui suggérait la formation plutôt que la personnalité. « Mademoiselle Calvert », dit la voix sans demander qui appelait. Confirmation que son numéro avait été attendu, catalogué, préparé. Il y a une voiture qui attend en bas. Le conducteur sait où aller. La ligne se coupa avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'elle ne puisse poser des questions ou changer d'avis, l'efficacité de cela, d'une manière ou d'une autre, plus dérangeante que la menace. Elle regarda par sa fenêtre et la vit immédiatement. Une berline noire tournant au ralenti au trottoir où la voiture d'observation avait été la nuit précédente, son moteur tournant, ses vitres teintées suffisamment sombres pour cacher quiconque attendait à l'intérieur. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle enfilait son manteau, vérifiant son reflet dans le miroir de la salle de bain, comme si elle se préparait pour un rendez-vous au lieu de marcher vers des conséquences qu'elle ne pouvait pas prédire. Le chauffeur sortit tandis qu'elle approchait, ouvrant la porte arrière avec le genre de courtoisie d'habitude qui venait d'années de service. Il était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des yeux qui avaient assez vu pour ne plus être surpris par rien. Son silence se sentant respectueux plutôt qu'hostile tandis qu'elle se glissait sur des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Ils roulèrent vers le nord le long du lac, loin de la grille familière du centre-ville, dans des quartiers où les maisons étaient assises derrière des portails et des arbres, où l'argent achetait la distance du monde que Na connaissait. Elle regarda la ville transformée à travers des vitres teintées, chaque mâle l'éloignant davantage de la vie qu'elle avait construite par une invisibilité prudente. La voiture tourna sur une route privée marquée seulement par un numéro sur un pilier de pierre, les arbres se refermant des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent sur une clairière où une maison était assise surplombant l'heure, pas un manoir exactement, mais une architecture moderne substantielle adoucie par des matériaux naturels, le verre et le bois travaillant ensemble pour créer quelque chose qui se sentait à la fois forteresse et maison. Dario se tenait sur les marches d'entrée, portant un jean foncé et un pull qui le faisait paraître plus jeune que le costume ne le suggérait, plus humain en quelque sorte, sans l'armure de la tenue formelle. Le chauffeur ouvrit sa porte et elle sortit dans un froid qui sentait le pain et la terre gelée, son souffle visible entre eux tandis qu'elle montait les escaliers vers où il attendait. « Merci d'être venu, dit-il doucement, sa voix portant la même chaleur contrôlée que la nuit où il avait lu son avertissement. La formalité de ses mots en décalage avec l'intimité de ce cadre. Il s'écarta, faisant un geste vers la porte ouverte où la lumière dorée se répandait dans l'obscurité, une invitation qui se sentait plus significative que simplement entrer dans une maison. L'intérieur correspondait à l'esthétique de l'extérieur. Lignes épurées, mobilier confortable, or sur les murs qui suggéraient un goût réel plutôt que des choix de décorateurs. Un feu brûlait dans une cheminée en pierre assez grande pour s'y tenir debout. Sa chaleur immédiatement perceptible après le froid extérieur, sa lumière projetant des ombres qui dansaient sur les parquets en bois dur. « Voudriez-vous quelque chose à boire ?» Dario demanda, se déplaçant vers une cuisine visible à travers une arcade. Ses mouvements détendus de manière qu'elle n'avait jamais vu au restaurant. Elle hocha la tête, ne faisant pas encore confiance à sa voix, le regardant verser du vin dans des verres avec la même précision qu'il apportait à tout, mesurant plutôt que devinant. Il lui tendit le verre, leurs doigts se frôlant de nouveau comme ils l'avaient fait sur le menu, et fit un geste vers des chaises positionnées près du feu. Ils s'assirent dans silence un instant, les seuls sons venant du bois qui craquait
et de la présence lointaine du lac au-delà des fenêtres qui reflétaient leurs images sur eux-mêmes. « Tu as sauvé ma vie », dit Dario finalement, ses yeux fixés sur le feu plutôt que sur son visage. La franchise de l'affirmation rendue en quelque sorte plus facile en ne se regardant pas. Et ce faisant, tu t'es rendu visible à des gens qui remarquent des choses. Je voulais que tu comprennes ce que cela signifie avant que cela ne devienne quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Na prit une gorgée de vin qui goûtait cher de manière qu'elle ne pouvait pas articuler. La chaleur se répandant dans sa poitrine, ne faisant rien pour apaiser la tension, s'enroulant dans son estomac. Elle s'était attendue à beaucoup de choses de cette conversation, mais une explication honnête n'en faisait pas partie. La vulnérabilité dans la voix de Dario contredisant tout ce qu'elle pensait savoir des hommes qui commandaient des pièces par leur seule présence. L'homme à la table douce travaille pour la famille Kovac, continua Dario, son attention toujours sur les flammes qui transformaient le bois en cendres et en chaleur. Il testait les limites depuis des mois, cherchant des faiblesses qu'il pourrait exploiter. Ton avertissement a empêché ce qui aurait été le coup d'ouverture dans quelque chose de bien plus grand qu'un assassinat raté. Les mots se posèrent sur elle comme la neige s'accumulant sur les branches, chaque phrase ajoutant du poids jusqu'à ce que la structure complète devienne claire. Elle n'avait pas juste sauvé un homme. Elle avait altéré la trajectoire de conflits qu'elle ne comprenait pas. Équilibré des équilibres maintenus par la violence et la menace. S'était inséré dans une machinerie qui écrasait les gens qui se retrouvaient pris dans ses engrenages. Ils savent que quelqu'un m'a averti, dit-il, se tournant finalement pour la regarder directement. Ses yeux gris fumés reflétant la lumière du feu de manière qui les rendait plus chauds que d'habitude. Ils ne savent pas encore qui, mais ils cherchent. C'est pourquoi tu as remarqué les observateurs au restaurant. Les voitures dans ta rue. La protection n'est plus facultative, c'est nécessaire. Le verre de vin de Na trembla dans sa main, le liquide menaçant de se renverser, tandis que la réalité de sa situation se cristallisait en quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier ou minimiser. Elle avait pensé que sauver Dario était un acte unique, un moment d'instinct qui passerait comme le temps. Mais au lieu de cela avait été une porte qu'elle avait traversée sans comprendre que les portes ne s'ouvraient parfois que dans une seule direction. « Je n'ai pas demandé cela, » dit-elle doucement, sa voix portant plus de résignation que de colère. La vérité de cela, lourde dans sa poitrine. Dario hocha la tête, posant son propre verre sur la table entre leurs chaises, son expression tenant quelque chose qui aurait pu être du regret, ou simplement la reconnaissance de conséquences qu'aucun d'eux n'avait choisies, mais que tous deux devaient naviguer. « Personne ne le fait jamais, » répondit-il, ses mots portant le poids de l'expérience acquise au fil d'années qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait sentir dans la façon dont il parlait. Mais les intentions importent moins que les actions dans le monde dont nous faisons tous deux partie. Maintenant, tu as agi et cette action a un prix. Je suis là pour m'assurer que tu ne le payes pas seul. Le feu crépita, envoyant des étincelles par la cheminée en brèves constellations qui moururent aussi vite qu'elles étaient nées. Na les regarda disparaître, pensant à toutes les manières dont la survie exigeait l'adaptation. Comment sa vie avait déjà changé dans les 3 jours depuis qu'elle avait écrit ces lignes rouges. Comment la distance de retour à qui elle était avant semblait grandir à chaque respiration. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, la question englobant plus qu'elle ne pouvait articuler. Que se passe-t-il pour son travail, sa sécurité, son anonymat soigneusement construit, son futur qui avait semblé si clair avant vendredi soir, le transformant en quelque chose d'incertain et de dangereux, et irrévocablement altéré par 3 phrases qu'elle ne pouvait pas reprendre. Dario se pensa en avant, posant ses coudées sur ses genoux, sa posture suggérant la considération plutôt que le commandement, comme si sa question méritait de la réflexion au lieu de réponse prédéterminée. « Maintenant tu apprends ce que signifie être vu par des gens comme moi, » dit-il soigneusement.
Chaque mot choisi avec une précision qui suggérait qu'il avait pensé à cette conversation depuis qu'il avait lu son avertissement. Et je t'enseigne comment survivre dans cette visibilité. Les implications s'étirèrent devant elle comme une route disparaissant dans le brouillard. La destination incertaine, mais la direction inévitable. Elle pouvait refuser, s'en aller, prétendre que cette conversation n'eut jamais lieu. Mais ils savaient tous deux que c'était une illusion, que la sécurité ne venait que d'avancer dans la protection qu'il offrait plutôt que de reculer dans une exposition qu'elle ne pouvait plus se permettre. Les Kovacs remonteront éventuellement l'avertissement jusqu'à quelqu'un au restaurant. Continua Dario, sa voix baissant comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter, portant la menace plus près d'eux que l'extérieur ne pouvait l'atteindre. Quand ils le feront, j'ai besoin de toi quelque part où ils ne peuvent pas te toucher. Quelque part qui rende clair que tu es sous protection. Ils ne peuvent pas défier sans des conséquences qu'ils ne sont pas prêts à affronter. N'a compris ce qu'il offrait et ce que cela coûterait. Pas de l'argent, mais de l'autonomie. La liberté d'être invisible qu'elle avait passé toute sa vie à cultiver. La protection signifiait appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Signifiait être revendiquée de manière qui redéfinirait chaque relation qu'elle avait. Signifiait accepter que la personne qu'elle avait été était morte au moment où elle avait pris ce stylo rouge. Combien de temps, demanda-t-elle, sa nature pratique s'affirmant même à travers la peur, ayant besoin de comprendre l'architecture de cet arrangement, même si elle ne pouvait pas le refuser. L'expression de Dario changea en quelque chose qui aurait pu être de l'admiration ou simplement la reconnaissance de quelqu'un qui comprenait que la survie exigeait des détails, de la clarté sur les termes quand tout le reste restait incertain. Jusqu'à ce que ce soit sûr, dit Dario, ce qu'ils savaient tous deux pourrait signifier des semaines ou des mois ou une vie entière, selon la façon dont les conflits se résolvaient dans des mondes où la sécurité était négociée par la force plutôt que par la loi. J'ai une propriété à Montréal, tranquille, sécurisée, assez loin de Burlington pour que les Kovacs n'y regardent pas immédiatement. Tu aurais le temps de penser, d'apprendre, de décider ce qui vient ensuite. L'offre était suspendue entre eux comme un pont s'étendant sur une eau trop profonde pour être mesurée, exigeant un acte de foi que Na n'était pas sûr de posséder. Mais l'alternative, rester dans son appartement, continuer au restaurant, prétendre à la normalité tandis que le danger encerclait de plus près, se sentait moins comme du courage et plus comme le genre de déni qui faisait tuer des gens dans des quartiers où elle avait appris la survie avant d'apprendre la multiplication. J'ai besoin d'y penser, dit-elle, bien qu'ils comprenaient tous deux que penser n'était qu'un délai, que la décision avait déjà été prise au moment où elle avait écrit cet avertissement, que tout depuis avait été un élan la portant vers cette conversation, cette offre, cette transformation de serveuse invisible à quelqu'un dont les choix importaient suffisamment pour être protégés. Dario hocha la tête, se levant avec la grâce fluide qui ne le quittait jamais même en vêtements décontractés, même chez lui où la performance ne devrait pas être nécessaire. Il traversa vers un bureau près de la fenêtre, revenant avec un dossier qu'il plaça sur la table à côté de son verre de vin encore plein, son contenu représentant la logistique d'une disparition à laquelle elle n'avait pas encore consenti, mais dont elle aurait probablement besoin. Tout ce dont tu aurais besoin est là, dit-il, reprenant sa place, mais maintenant une distance qui se sentait respectueuse plutôt que froide, lui donnant de l'espace tout en offrant une structure. Nouvelle identification, compte bancaire, contact à Montréal, juste au cas où tu déciderais que penser est surfait et que la survie est plus importante. L'allusion d'humour dans sa voix la surprit, lui rappelant que les hommes qui contrôlaient la violence n'étaient pas toujours violents eux-mêmes. Elle ramassa le dossier, son poids suffisamment substantiel pour se sentir réel, son existence preuve que Dario planifiait cela depuis plus longtemps que l'appel téléphonique, plus longtemps que la carte de visite, possiblement depuis le moment où il avait lu son avertissement et compris ce que cela signifiait qu'une serveuse avait vu ce que des tueurs entraînés essayaient de cacher. La minutie aurait dû l'effrayer, mais à la place,
Elle se sentit comme si quelqu'un avait finalement reconnu la gravité de ce qu'elle avait fait. Il y a autre chose, dit Dario, sa voix changeant de registre en un qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Plus doux sans être faible, personnel sans être intime. Tu as agi quand tu n'avais pas à le faire, quand rester silencieuse aurait été plus sûr. Ce genre d'instinct, c'est rare. Et dans mon monde, les choses rares deviennent précieuses. Je voulais que tu saches que ce n'est pas juste à propos de te garder en sécurité. C'est à propos de reconnaître ce que tu es. Les mots s'installèrent dans des espaces en elle qu'elle n'avait pas su être vides, les remplissant de quelque chose qui se sentait dangereusement comme un but. Elle avait passé 21 ans à être ordinaire, invisible, oubliable, et en une nuit elle était devenue quelqu'un qui valait la peine d'être protégé, qui valait la peine d'être investi, qui valait le genre d'attention que des hommes comme Dario réservaient normalement aux actifs plutôt qu'aux personnes. « Que suis-je » demanda-t-elle, ayant besoin de l'entendre le nommer. À mettre un langage sur la transformation qui s'était déjà produite sous sa conscience, à comprendre ce qu'elle était devenue dans l'espace entre l'écriture de l'avertissement et le fait de s'asseoir sur cette chaise près de ce feu, buvant du vin qui coûtait plus que son salaire hebdomadaire. Dario rencontra ses yeux à travers la distance entre leurs chaises, la lumière du feu jouant sur ses traits de manière qui le faisait paraître à la fois plus âgé et plus jeune simultanément, sagesse et jeunesse coexistant dans la même expression. Quelqu'un qui voit, dit-il simplement, les deux mots portant un poids que des phrases entières ne pouvaient égaler. Et dans un monde construit sur la cécité, cela te rend dangereuse pour eux et pour moi. Mais je préférerais avoir dangereux avec moi que contre moi. Le feu crépita son accord. Des étincelles montant vers une cheminée qui menait au ciel et aux étoiles, et un lac gelé à ses bords, tandis que l'eau bougeait encore sous la glace qui semblait solide, mais ne l'était pas. Apparence et réalité existant en couches qui exigeaient de savoir quelle surface faire confiance. Na pensa à son appartement, son travail, sa vie prudente construite sur des fondations d'invisibilité, et réalisa que ces fondations avaient été une illusion depuis le début. Elle se leva, dossier en main, le poids de celui-ci représentant des futurs qu'elle n'avait pas imaginés et ne pouvait pas entièrement visualiser, mais savait être plus honnête que de prétendre que vendredi soir n'avait pas tout changé. Dario se leva avec elle, la ramenant vers l'entrée, où le chauffeur attendait pour la ramener à une vie qui était déjà en train de devenir passée. L'élan la portant en avant vers tout ce qui venait ensuite. À la porte, avant de retourner dans le froid qui la ramènerait chez elle une dernière fois, Na se tourna pour le regarder. Cet homme dont elle avait sauvé la vie, qui sauvait maintenant la sienne en retour, qui lui avait montré que la protection pouvait ressembler à un emprisonnement, mais se sentir comme la première chose honnête qu'elle avait jamais reçue. « Merci », dit-elle. Les mots insuffisants, mais tout ce qu'elle avait, gratitude et peur se mélangeant en quelque chose qui goûtait comme le début de la compréhension. L'expression de Dario s'adoucit presque imperceptiblement. Une fissure dans le contrôle qui suggérait qu'il comprenait ce que ces deux mots coûtaient à quelqu'un qui avait passé sa vie à ne rien devoir à personne. « Merci », répondit-il, sa voix portant des couches de sens qui référençaient les menus et l'encre rouge, et des instincts qui sauvaient des vies, pour avoir vu quand tout le monde était aveugle. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'appréciez, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Votre soutien compte et m'aide à continuer à vous apporter des histoires comme les récits de survie, de protection et les connexions dangereuses qui se forment quand le silence devient son propre langage, de Nena et Dario. Je vous verrai dans le prochain.